Salut. Vincent. Tu vas bien? Ouais, bonjour, ça va et toi? Ça va. Bon. Alors, je m'appelle Vincent Martin, comme tu l'as dit, bien que tu avais oublié mon nom. Ouais, non, mais Non, c'est non, des mais- fois. Et puis, donc, en fait, quand j'ai écrit ce livre, c'est parce que maintenant, je vais avoir 72 ans. Ouais. Et j'étais cet hiver au Mexique. Et voilà, je ne suis pas du genre à me faire bronzer au bord de la piscine et tout. Donc, je me suis mis à écrire. D'accord. Bon, je suis autodidacte, hein, puisque j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. Ok. Mais j'ai écrit un peu comme je parlais. J'ai beaucoup lu, hein, par contre, sur le tard. J'ai essayé de rattraper un peu le temps perdu. Mhm. Donc, j'ai essayé de me faire une culture générale. Donc, j'ai lu des auteurs, mes auteurs préférés, Balzac, surtout Céline, dans sa forme d'écrire, Ok. et pas dans sa pensée forcément. Euh, et puis, j'ai écrit. J'ai envoyé quelques pages à une amie journaliste et à une amie écrivaine. Ok. Pour ne pas les citer, j'ai envoyé à Brigitte Bardot, j'ai Ok. envoyé aussi à Judith Ventrobe, qui est journaliste au Monde, qui est une grande Ok. journaliste que j'ai eue comme cliente quand Bien elle sûr. était plus jeune, à Saint-Tropez. Ok. Et j'ai envoyé aussi à Sylvie Bourgeois-Harel, qui est écrivaine et qui est la femme de Harel, qui a fait tous les films, tu sais, les randonneurs à Saint-Tropez, etc. Ah bon? Ah oui, oui. D'accord, ok. Et elles ont lu les pages, elles m'ont dit, mais c'est bien, il faut que tu continues, il faut que tu continues. Alors, bon, bien sûr, je lui ai dit, il faut corriger parce que je fais certainement des. Déjà, je mets pas de syntaxe quand j'écris, Pas de ponctuation, tu veux dire? Syntaxe, c'est-à-dire? pas de ponctuation, Oui, pas de ponctuation, voilà. parce que j'écris Comme tu parles. comme je parle et comme je crache, comme un volcan cracherait une lave, tu vois. Donc, j'écris, j'ai fait plein de pages, je lui ai envoyé, elle m'a dit, il faut que tu continues. Elle m'a corrigé et voilà, il en est sorti ce livre. Alors, ce livre, je voulais le faire pourquoi? Peut-être parce que comme je vois un peu ce qui se passe en ce moment dans les cités, dans toute cette violence qu'il y a, moi, il se fait que je sors des cités de Besançon, des Ouais. quartiers comme on dit. Et quand j'avais 14 ans, j'étais fils d'ouvrier, etc. J'ai quitté l'école, j'ai travaillé à l'usine avec mon père. Mais tout ce moment-là, je m'en rappelle parfaitement, hein, je me disais en permanence, mais putain, mais ma vie, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Et donc, mon père, quand j'avais 3 ans, 4 ans, je le dis dans le livre, me disait, on était plusieurs enfants et on vivait avant d'habiter dans les cités, on vivait dans des taudis, mais dans un taudis, quand je t'appelle taudis, c'est taudis. Tu vois. Ouais. T'as mis Mais- des photos, en tout cas, dans Ouais, ton ouais. livre Ah, qui t'as sont. vu Ouais, donc. et mon père, quand il avait bu un coup et qu'il présentait ses gosses à ses copains, il disait, lui, c'est Manu, Didier, François, etc. D'ailleurs, mon frère François est à l'hôpital aujourd'hui entre la vie et la mort, puisqu'il a 86 ans. Oh, ok. Et Bon, mon père, quand il me présentait, quand il arrivait à mon tour, Vincent, j'avais 3 ans, hein, il disait, mais lui, celui-là, il est malin, il va me sortir de la merde. Je sens qu'il va me sortir de la merde. Bon, voilà, j'ai fait ma vie à l'usine jusqu'à 20 ans. J'ai perdu mon père donc à cet âge-là, Ah oui, ok. j'avais une vingtaine d'années, il est mort d'un cancer du pancréas. Ok. Il avait 57 ans. Et Jeune. quand je me suis approché de son lit, qu'il allait mourir dans la nuit, je lui ai dit, écoute, j'ai pas pu te sortir dans la merde. Donc j'avais vraiment l'impression de l'avoir déçu, tu vois, puisque j'étais toujours à l'usine et il allait partir et Ouais. il m'aura connu comme ça. Et je lui ai fait une promesse, je lui ai dit, je n'ai pas pu te sortir dans la merde, mais moi je me sortirai de la merde et à travers moi, s'il y a une force surnaturelle quelque part, tu vivras une vie, une autre vie, celle que peut-être tu aurais aimé vivre, tu vois. Ah ouais. Et c'est ce qui fait que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Et à partir de là, j'écris mon parcours, des petits boulots, chauffeur-livreur, représentant de commerce, enfin bref, je ne vais pas vous raconter tout le livre, Ouais, mais bien tout sûr. mon parcours. Mais je l'ai écrit surtout pour que peut-être, même s'il n'y en a qu'un, qu'un jeune de cité, il y en a beaucoup qui m'ont acheté le livre, hein, on en a vendu beaucoup, Ouais. la maison d'édition est en train de réimprimer, D'accord. que ça donne des idées peut-être à un jeune en se disant, bah, tiens, finalement, c'est pas interdit de rêver. Ouais. Et c'est pas interdit puisque la preuve, il a pu s'en sortir. Mais Ok. moi, je me suis battu. Alors, ce que je voulais surtout quand j'avais à peu près 18-20 ans, même 17 ans, c'était sortir de cette classe sociale d'ouvriers, quoi, des cités et tout.
Donc dans mon livre, je le raconte, j'avais ma bande de la cité avec qui on faisait des sales coups quand même. Ouais. Et le week-end, je sortais au centre-ville et je me rapprochais des fils de notables, hein, des fils de médecins, avocats. Et comme j'aimais beaucoup les femmes, toutes ces femmes un peu, toutes ces jeunes filles un peu, filles d'avocats, filles de médecins et tout, elles étaient un peu plus glamour que dans ma cité, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc les femmes ont été un moteur pour moi. Ok. Les femmes ont Ouais, été vraiment un ça t'a moteur. poussé. Et je me suis intégré dans ce milieu-là, qui m'a d'ailleurs bien intégré. Hein. Il n'y avait pas de racisme social ni quoi que ce soit. Ouais. Ils m'ont accepté dans ce milieu-là. Et là, j'ai appris les codes. J'ai dit, tiens, ça se passe comme ça là. J'allais dans leur résidence secondaire le dimanche, au bord de la piscine. C'était le début des années 70. Alors inutile de dire que les mères de mes amis, elles avaient 40 ans, elles étaient très très belles. Ah ouais. Et dans ces années-là, il y avait une grande liberté, dans tous les sens, même liberté sexuelle et tout. Quand j'allais au bord des piscines de copains, la mère de mon copain était complètement à poil au bord de la piscine. Elle était assise sur les genoux de son amant, d'accord. Et son mari nous faisait des brochettes, des trucs comme ça. Tu vois, donc moi je découvrais. Assise à toute nue. Oui, sur les nu. genoux. À l'époque, tout le monde se baignait nu. Il n'y avait pas de sein à l'air ni rien. Complètement nu. Et toutes mes amies, je ne vais pas citer les noms de ces femmes qui étaient géniales et tout. Et là, j'ai dit, merde, ça vit comme ça ailleurs. Parce que moi, je n'ai jamais vu ma mère, même en slip. Tu vois, dans le milieu prolo, tu ne vois pas ça. Ouais. Et donc, je découvrais un autre monde, d'autres codes. Et j'ingurgitais tout ça très, très vite. Tu vois, et jusqu'à me dire, mais putain, mais c'est là que je veux aller, moi. Tu vois, à l'époque, on disait pas enculé de patron, hein. Non, quand t'étais ouvrier. On disait, je veux être comme lui. Voilà, je veux être comme lui. J'avais un patron d'usine qui s'appelait Christian Cheval, que j'aimais beaucoup. C'était mon patron. Ouais. Et moi, je bossais à l'usine. Et il arrivait toujours avec des chapeaux, des Jaguars, des grosses voitures. Ah ouais, c'était le grand patron. Et souvent, tu avais une femme qui l'attendait dans la voiture, etc. Mais je me disais, mais c'est ça que je veux, moi. C'est pas être dans cet atelier. Bien sûr. Et tout ça, ça a été des moteurs pour moi. Et après, je ne vais pas tout raconter. J'ai cherché à évoluer en permanence. Il y a eu les boîtes, Après, à Besançon, c'est là quand... À Besançon, à un moment donné... Alors, j'ai fait des petits boulots, chauffeur-livreur. Bon, je le raconte dans mon livre. Je me suis senti humilié par mon patron. Bon, je lui ai mis 2 coups de poing dans la gueule. J'ai quitté la boîte. Après, Alors, là, j'ai eu 2 personnes qui ont cru en moi. 2, vraiment. Dans les affaires et tout. Le premier, ça a été mon père, qui disait, mais lui... il va nous sortir de la merde. Il va s'en sortir, c'est sûr, mais il l'a détecté à 3 ans. J'avais 3 ans. Il était bon. Ah oui, il était visionnaire. Il était intelligent, visionnaire. Et il bossait à l'usine, le pauvre, parce que il est arrivé à Besançon, il était espagnol, andalou, il ne parlait pas du tout la langue. Bon, ben voilà, sinon en Espagne, il avait une carrière de militaire, et puis il a quitté l'armée. Mais il n'aurait jamais dû, je pense que ça, il n'aurait jamais dû le faire. Il est arrivé à Besançon, il s'est retrouvé comme un émigré. D'accord. D'ailleurs, il écoutait toujours une chanson de Juanito Valderrama qui s'appelait Les Migrantes. Okay. Et donc, mon père a cru en moi. Et une deuxième personne, un jour, je me suis présenté dans une annonce que j'avais vue pour une place de commercial chez Martini. Et il demandait Bac+2. Alors moi, j'ai fait un courrier disant que j'avais le bac, que je parlais l'anglais, que j'avais fait 2 années de fac, comme un gros mytho, tu vois. Ah ouais. Donc j'ai fait... À l'époque, ça ne contrôlait pas comme ça. Bien sûr. Donc ils m'ont convoqué. J'ai un entretien. Au départ, il y a eu 150 personnes. Après, il n'y en avait plus que 30. Après 15, 10. Ah ouais. On s'est retrouvés à 3 dans un déjeuner. Et comme j'étais assez décontracté, j'avais le côté petit voyou sympa, tu vois, bad boy sympa. Sympa, ouais. Ah, et j'étais jeune, bon bref, je m'intéressais, avant ce dernier rendez-vous, je me suis un peu intéressé à la société, c'était la société Martini. Et Martini, l'alcool. L'alcool. Ouais. Et j'ai posé quelques questions, part de marché, tout ça, je m'en foutais, mais bon. Ouais, c'était pour faire style. Je posais les questions qu'il fallait. Voilà. Et il y a un gars, directeur commercial chez Martini, que je vais citer pour lui rendre hommage. Hein. Il n'est plus de ce monde, mais c'était un mec sympa qui a détecté aussi un truc chez moi, quoi. Il s'appelait Roger Sage. C'était un mec de Pontarlier dans le Doubs. C'était le directeur commercial. Il m'a appelé le soir même. Et il m'a dit, Monsieur Martin, c'est vous qu'on a choisi pour cette place de commercial, pour l'Est de la France. À l'époque, c'était commercial dans les grandes surfaces. Donc, il y avait des très bons salaires,
des commissions, c'était des anciens contrats, et c'était génial. Et là, comme je suis quand même un mec un réglo, je lui dis ok, mais il faut quand même que je vous dise un truc. Il m'a dit écoutez, c'est vous qu'on prend. On sait que vous n'avez pas le bac. On sait que vous ne parlez pas anglais. Mais c'est vous qu'on veut. Tu vois, le mec, il avait détecté un truc. Je suis rentré dans cette société-là. Oh ben, j'ai fait un massacre. Au niveau du commercial, j'ai fait un massacre. J'étais meilleur vendeur de France, etc. Ouais, Après, on m'a nommé responsable de région, responsable de secteur. Après, je m'occupais des centrales d'achat, etc. Donc, j'avais une place où maintenant, pour avoir cette place-là, on va demander à un jeune qu'il ait un bac plus 5, un bachelor de commerce, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup... il y avait des promotions internes importantes. Importante, ouais. Tu vois. Et je leur coûtais très, très cher. Alors, comme j'ai cette force-là d'anticiper, je m'étais dit, je leur prends tellement d'argent parce que j'avais des anciens contrats avec des commissions et tout, que là, je me suis dit, un jour, ils vont choper un jeune qui sort d'une grande école, ils vont lui filer 2-3 000 euros par mois. Bon, voilà. À l'époque, c'était des francs, mais oui, bien sûr. Mais moi, je coûtais 20 000 euros par mois à la boîte. En 1980, avec le pouvoir d'achat de l'époque, tu vois. 20 000, donc est-ce que tu compares à 20 000 francs? Non, 20 000. J'avais une somme qui pouvait correspondre à peu près à 20 000 euros de maintenant. Donc, je me suis dit, un de ces quatre, ils vont me virer, et puis on met quelqu'un me donner un chèque euros, et mettre un mec à 3 000 euros. Alors, j'ai fait le calcul de ce que je leur coûtais. Et j'ai demandé un entretien avec le grand patron à Paris. Je leur ai dit, écoutez, vous savez très bien que dans 2 ans, vous allez faire une restructuration et puis que vous allez me demander de partir et que ça va vous coûter cher parce qu'on a des contrats signés, etc. J'ai négocié mon départ. Ils m'ont donné une grosse somme d'argent qui pourrait être maintenant, on dirait, peut-être 250 000 euros, je ne sais pas. Waouh. Et avec ça, j'ai monté à Besançon mon premier établissement qui s'appelait La Nuit Blanche, un établissement de nuit révolutionnaire où j'avais DJ, portier et tout. C'était un bar de nuit. À l'époque, il n'y avait pas de portier dans les bars de nuit. Et il n'y avait pas de DJ non plus dans les bars de nuit. Tu avais un mec qui mettait la musique comme ça derrière le bar. Moi, j'avais mis une grosse sono et tout. Donc, on a fait un carton. Et après, donc, je me suis associé avec un Corse, un voyou. Un voyou. Un peu obligé à l'époque. Non, sur Besançon, il y avait pas mal de voyous. C'était une grosse époque avec des voyous. Mais il y avait ce Corse-là, qui s'appelait Maurice, qui était classé au grand banditisme, mais qui bossait dans une autre boîte qui appartenait à ses beaux-frères, d'autres Corses. Et donc, il m'a dit, Vincent, écoute, ton bar, le bar, etc., qui marche bien, on va monter une grosse discothèque, est-ce que tu es partant? J'ai dit, ok, mais je lui ai dit à une condition, on va trouver un endroit original pour faire cette discothèque. Soit un ancien cinéma, soit une ancienne église, soit une ancienne usine. Je m'inspirais à l'époque de ce qui marchait à New York. Tu vois, je me renseignais beaucoup et c'était le Studio 54. Mais le Studio 54, il m'en a parlé tout à l'heure quand on s'est vu avec Philippe Corti. C'est mon il pote. m'a parlé de ça, donc d'accord. Donc je me suis inspiré. Je connaissais pas moi. Mais, je me suis inspiré du Studio 54, qui était une boîte phénoménale dans des anciens studios de cinéma ou de télévision. Et j'ai dit, on l'a fait dans une usine. Alors là, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais t'es sûr du coup? Je dis, oui, on a trouvé une usine abandonnée. On s'est débrouillé pour mettre une licence 4. Enfin bref, je te la fais courte. On a fait une boîte de nuit et je l'ai appelée l'usine. Mais mon associé me dit, mais t'es fou, on va pas appeler une boîte de nuit l'usine. En plus, moi qui avais bossé à l'usine toute ma vie, ça me rattrapait. C'était un beau pied de nez. Ouais. Et j'ai appelé la boîte l'usine. Mais écoute-moi, on rentrait 2000 personnes par jour. Et on avait l'usine, en dessous, on avait fait une petite boîte qui s'appelait La Locomotive. Il venait des gens de toute la région. Je faisais venir des groupes comme Noir Désir, j'ai fait venir à l'usine, à l'époque. J'ai fait venir des tas de Jade Vio, des tas de groupes un peu de rock alternatif à l'époque. On était au début de la techno, tu vois. Ça, c'était et d'ailleurs, c'était quelle année ça à peu près? 85-6. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Un jour à l'usine qui cartonnait. Il y a une femme blonde qui vient avec ses 2 fils qui devaient avoir 20 ans, une femme très classe. Elle me dit, j'ai une boîte de nuit à Dijon, elle ne marche pas. Est-ce que vous me permettez, je me présente, que je m'inspire de votre boîte, de votre déco et tout ça pour faire quelque chose à Dijon? Moi, je lui dis, il n'y a aucun problème. Moi. Dijon, c'était à 150 km. Allez-y. Je lui dis, allez-y. Alors, elle m'a copié complètement.
Mais une boîte, elle était beaucoup plus petite, sa boîte, mais elle m'a copié complètement. Et à l'époque, dans la ville de Besançon, on avait des grandes affiches où le slogan, ma pub, hein, c'était « L'usine, c'est l'enfer ». Ça, c'était ma pub. C'était pas mal. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait à Dijon? Elle a pris sa petite boîte, elle m'a copié à 100%, avec des sièges en fer de métro, etc. Elle m'a même piqué le nom de mon slogan. Elle a appelé sa boîte, pas l'usine, mais elle l'a appelé l'enfer. Et pour l'anecdote, c'est à l'enfer, le DJ de l'enfer, qui l'a démarré, le DJ qui s'appelle Laurent Garnier. Ok, d'accord. Laurent Garnier a démarré à l'enfer de Dijon. Mais tout a été pompé sur ma boîte. Et voilà, bon, cette discothèque a marché. Mon associé est parti, je te la fais très courte, il est parti en prison pour des anciennes affaires. Ok, ouais, ça l'a rattrapé. C'était pas des affaires de drogue ni rien, c'était des anciennes affaires. Il est parti en prison, donc j'ai géré la boîte pendant 2 ans tout seul. Les 2 boîtes? Oui, les 2 boîtes. Pendant... Et en 85-86, hein, je te coupe, mais combien quand tu fais 2000 clients ce soir, la soirée, combien ça rapporte pécuniairement? Je me rends pas compte de... Déjà, je vais t'expliquer un truc. À l'époque, personne faisait des chèques en boîte. Très rares étaient ceux qui faisaient des cartes bleues. Okay, donc et c'était tout du cash. Hein. Ok, c'était tout du cash. Et c'était les débuts des années 80, alors je te laisse imaginer. Hein. C'était tout du cash, c'était des sacs poubelles de cash. Hein. Donc, mais vraiment, des week-ends, des week-ends, les gens se lâchaient. Ah oui, vraiment, fou. ils se lâchaient, on faisait beaucoup d'argent. Et j'ai fait du mal à beaucoup de boîtes aux alentours. Il y en a qui ont fermé, quasiment toutes. Elles ont fermé, donc tu penses bien qu'on m'en voulait beaucoup. On m'en voulait à moi particulièrement, plus qu'aux Corses, parce que honnêtement, c'est un peu moi qui avait un peu les idées. Quoique Maurice avait aussi de bonnes idées. On avait des bonnes idées, mais Maurice étant en prison, il y en a qui se sont dit, il faut le liquider lui, il nous fait chier, quoi. Hein. Bien sûr. Et donc un soir, je sortais avec ma femme, avec qui je suis toujours depuis 38 ans, avec ma femme qui s'appelle Lasco. D'accord. Je sortais avec elle, mais ça faisait 1 semaine qu'on sortait ensemble. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et on est sorti de la boîte à 5h du matin. Je suis monté, j'avais une Mercedes. Je suis monté, un mec m'attendait avec un fusil à pompe. Et il nous a mitraillé la voiture. Je te dis pas, on s'est couché, on est parti du parking. Et sur la bagnole. Il a tiré sur la voiture. On était dedans, on s'est couché, mais comme dans les films. Comme dans les films. J'ai accéléré avec mon pied, en me baissant, tenant le volant d'une main. Ma femme s'est dit, mais putain, avec qui je suis là, tu vois? Ça faisait longtemps que tu étais avec ta femme à ce moment-là? 1 semaine. 1 semaine. Elle aurait pu se tirer, hein. Elle aurait pu se dire, mais où je m'engage là? Et puis voilà, bon, j'ai tenu la boîte. Mon associé est sorti de prison. Je lui ai dit, écoute, moi, voilà ta part, voilà tes trucs. Moi, je vais quitter la région. En plus, je divorçais de ma première femme. Il y avait beaucoup de jalousie, hein, donc je sentais des regards malveillants. Les gens m'en voulaient parce qu'ils n'aiment pas, en France, ils n'aiment pas la réussite et en province encore moins. Donc il fallait que je parte. J'étais venu en vacances à Saint-Tropez. J'avais repéré un local en face du Papagayo qui était fermé, avec des scooters dedans, etc. Je suis revenu l'année suivante. C'était Sénéquier qui était propriétaire de ce local, Francis Jacquemin, qui s'appelait. D'accord. Il était marié avec Marinette Sénéquier, la famille Sénéquier. Ah oui, voilà, d'accord. Ouais. Et il m'a fait confiance. J'ai pris ce local, j'ai fait un bar Harley Davidson. Bar de motard. Bar de motard sympa. Et moi, je roulais en Harley. Ça commençait à devenir la grande mode des Harley, déjà là en 80, dans les années 80. Ah ouais. Et j'ai garé ma moto, pas mal de motos venaient. Et un soir, je suis dans un bar à Saint-Tropez qui est maintenant le VIP. Mais à l'époque, ça s'appelait le Backstage. Je suis en train de boire un verre, il y a plein de monde au bar. Johnny Hallyday rentre, et alors un truc de dingue. Il rentre et Johnny Hallyday, c'est un grand timide. Hein, et il avait besoin de poser son regard sur un autre regard, de façon à ne pas regarder les autres. Parce qu'il était très timide, pas bien, tant qu'il n'avait pas bu un coup, tu vois. Et Johnny vient directement vers moi, me fait la bise, alors que je ne le connaissais pas. Hein. Il me fait la bise et tout, on parle et tout. Il avait besoin de trouver quelqu'un pour parler, pour ne pas regarder les gens qui le regardaient. Oui, bah ouais, bien sûr. Et on discute, et d'un seul coup, il me dit, mais t'es où toi déjà? Et bien je lui dis, j'ai le bar en face du Gaillot. Ah oui, avec toutes les motos devant, les Harley et tout. Je dis, oui. Il me dit, ah oui, mais je me demandais qui c'est ce bar et tout, parce que je venais d'ouvrir. Hein. Ah ouais. Et il me dit, je passe tout à l'heure boire un verre.
Et Johnny, quand il disait un truc, Johnny c'était un mec extraordinaire parce que c'était un mec qui avait une mémoire incroyable. C'était un mec qui tenait, quand il disait un truc, il le faisait, quoi. Et les gens lui ont mis une image de mec pas très intelligent, ce qui est totalement l'inverse, totalement faux. Il avait ce que j'appelle moi cette intelligence. L'intelligence, il y a beaucoup de formes. Il y a l'intelligence de la rue, je pense que moi j'ai celle-là, Ouais. c'est-à-dire l'intelligence Comment de la... s'en sortir? Comment s'en sortir. Et Johnny, il avait une intelligence animale. Il sentait les choses avant tout le monde. Et Johnny, un mec comme Johnny, il arrivait même, où je l'accompagnais dans pas mal de tournées, de spectacles. Ah ouais. Ah Il ouais. était complètement bourré avant le spectacle. Et quand il mettait un pied sur la scène, c'était une autre personne. Et il se mettait tout le monde avec lui. Ah Il ouais. avait cette intelligence de la scène que aucun homme politique qui a fait les grandes écoles n'aura jamais. Ils Il y a une aura arrivent, spectaculaire, quoi. jamais, ils arrivent sur scène, ils sont un peu, ils savent pas trop quoi dire, quoi faire. Il y en a deux ou trois, mais Johnny avait cette intelligence-là. Ah ouais. Et donc il est venu dans mon bar, on s'est vu, on a bu des coups, et après il venait tous les soirs. Hein. Il venait me chercher, allez viens, on va au Cap du Roi et tout, il m'amenait tout le monde. Ah Hein. ouais. Il m'amenait Carlos, Barclay, et de fil en Ah aiguille, ouais. de fil en aiguille, comme ça j'ai connu tous ces gens-là. Et, Oh, dis donc, ouais. et ça a démarré avec le. Donc ce bar s'appelait El Loco. On m'en parle beaucoup maintenant d'El Loco, parce que Ouais. voilà, c'est des trucs, des petites références comme ça à Bien sûr. Saint-Tropez, tu vois. Bien Puis sûr. El Loco, je l'ai tenu pendant 18 ans. Ah D'accord. ouais. 18 ans après, j'ai laissé le locaux et j'ai rouvert le Tsar. Et ça fait d'ailleurs aujourd'hui, cette année, ça fait 18 ans que je tiens aussi le Tsar. Ok, donc. Tu vois. Et t'as tenu pendant combien de temps le El Loco? 18 ans. Attends, mais donc ça fait 36 ans, toi? 36 ans que je suis à Saint-Tropez. Ah ouais. Hein. Ah oui, Ouais. ah ouais. Et ma femme, ma femme, à côté de ça, a ouvert beaucoup de boutiques à Saint-Tropez. On a ouvert des boutiques, place de la Garonne, rue Gambetta, rue Allard. Et surtout, on avait aussi, pendant quelques années, les boutiques de la fameuse plage La Voile Rouge. Ok. Ma femme avait une boutique là avec défilé de mode et tout. Alors là, j'ai des anecdotes aussi. Ah ouais. J'avais une C'était- super mannequin, une belle black magnifique à la Voile Rouge. Ouais. La boutique que tenait ma femme. Et la Voile Rouge, c'était numéro 1. Oui, c'était le top du top. À Ramatuelle, c'était C'est là où tout le numéro monde arrivait en C'était hélicoptère. la grande. J'ai vu tout le monde là. Stallone, tout le monde. Ah ouais. Et Paul était un ami. Et c'était le Paul Tomaselli, c'était le patron. D'accord. Et cette mannequin qu'on avait, Robert De Niro est venu un jour à la plage. C'était ton mannequin, enfin, elle travaillait pour toi. Elle travaillait pour ma Enfin, femme. pour ta femme qui avait Pour une la boutique, boutique au voile rouge. à la Voile Voile Rouge. rouge. Et ce mannequin venait toujours boire des verres à El Loco le soir en sortant de la Voile Rouge. Ok. Et un soir, elle me dit j'étais à la Voile Rouge, il y a Robert De Niro qui m'a dragué. On va aller dîner ce soir à la Villa Romana, etc. Ah oui. Et je l'avais dit à Astrid, je lui avais dit tu m'amènes De Niro après. Oui, je te l'amène. Elle nous l'a amené après au bar. Tu vois, Robert De Niro. Exceptionnel. Mais à l'époque, on n'avait pas les appareils photo, les téléphones, on n'avait rien de tout ça, donc on les emmerdait pas. Moi, j'ai pas la photo avec De Niro. Ouais. J'ai d'autres photos avec Tyson et tout, parce qu'il y a des photographes qui étaient là. Ouais. J'ai eu aussi Tyson au bar et tout. Mais De Niro, j'ai pas la photo, par exemple. Mais elle Ah, me mais l'a ouais. amené, il a bu un café, Et etc. là, il était au summum de sa carrière à ce moment-là. Oui. Et Astrid, il est tellement tombé amoureux d'elle qu'il a même acheté un appartement à Paris. Ah ouais. Il allait la voir l'hiver, ça a duré 1 an, hein, pas plus. Oh là là. Mais Astrid, après la pauvre, j'ai appris qu'elle était tombée un petit peu, tu vois bien, dans la drogue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ah, ouais, et j'ai des tas d'anecdotes comme ça. Ah ouais, Des tas, à la je Voile pourrais Rouge. Au bar, j'avais une serveuse. Ouais. J'avais une serveuse, une petite serveuse de Grenoble, elle s'appelait Nathalie. Et il est arrivé un jour un mec dans mon bar, il était tout seul, mais j'avais repéré qu'il avait une super montre Audemars Piguet en or, etc. Donc il buvait des verres et il regardait ma serveuse. Le gars, il me dit tu peux me bloquer une table au Papagayo, parce que mon bar était juste en face du Papagayo. Ok. Donc je lui ai bloqué une table, il était tout seul. Hein. Et il me dit tu passes boire un verre après? Je dis oui. Je suis allé le retrouver. Il me dit avec ta serveuse. Donc Nathalie est venue, une jolie brune. Et on s'est assis à sa table, mais en arrivant, j'ai tout de suite vu qu'il y avait au moins 10 filles autour de lui, et à la table, il y avait que des magnums de Dom Pérignon, Cristal Roderer, etc. Oh là, ouais. Je me suis dit, waouh, c'est du lourd, ça. Chez moi, il avait pris des tequilas. Ah ouais. Il était tout seul, il n'avait pas à se prendre des magnums, mais tout de suite au Gaillot, il s'est retrouvé avec 15 filles autour de lui. Et tout. Quand il m'a vu arriver, il nous a fait rentrer dans le carré avec Nathalie. Et puis voilà. Et il m'avait invité, il m'avait dit j'ai un yacht sur le port,
Il avait le plus gros yacht qui s'appelait Mais non. l'Octopussy à l'époque. Wow. C'était un mec d'Arabie Saoudite, mais avec des petites lunettes, un super look. Il avait un peu le look dans le film Léon, tu sais. Ah ouais, ok, ouais, avec les lunettes rondes là. Ouais, un beau mec, jeune Ouais, et ouais, tout. ouais. Et voilà, on a passé la soirée, il nous a invités sur le yacht. On y est allé avec ma femme le lendemain. On a fait une sortie super, Ah ouais. sublime. Ma femme était enceinte de mon fils qui, je te dis maintenant, a presque 35 ans. Ouais. Et on est parti en mer et tout, c'est une journée fabuleuse. Il est sorti avec Nathalie. Il m'a dit, il a voulu l'emmener en Sardaigne sur le yacht. Et Nathalie a dit, je peux pas, j'ai mon travail, je travaille, je vais perdre ma place, etc. Il est venu me voir. Il a dit, voilà, c'est combien et il l'a amené 15 jours en Sardaigne. Ah ouais. Elle a été comme une princesse. C'est-à-dire qu'elle avait la carte bleue avec un garde du corps. Et en Sardaigne, elle allait partout, elle achetait ce qu'elle voulait. Elle avait des Rolex, elle avait de tout. Ce qui n'était pas prévu, c'est que il lui a fait pendant 15 jours une vie de princesse. Elle est tombée amoureuse de lui. Quand ils sont arrivés à Saint-Tropez, Franck, il se faisait appeler Franck le gars, Franck, a envoyé le majordome. Il avait un majordome, c'est-à-dire un mec qu'il avait depuis la naissance, mis à sa disposition pour lui apprendre les us et coutumes de chaque pays où il allait. Ah Savoir se ouais, comporter, délire. tout. Le majordome est venu voir Nathalie, il a dit, voilà, Nathalie, tu as passé 15 jours fabuleux, maintenant c'est terminé. Tu vois. Alors, Oh la redescente. elle a été très malheureuse, très très malheureuse, je me rappelle. Elle est allée l'après-midi sur une plage, écoute bien, elle a enlevé tous ses bijoux, elle les a mis sur sa serviette, elle est allée se baigner, certainement d'autres saisonniers qui l'avaient repérée. Elle est rentrée de baignade, Plus rien. plus rien, tous ses bijoux disparus. Bon, c'est pas qu'il y a une morale ou quoi que ce soit, mais elle a tout perdu, même, je pense qu'elle y tenait sentimentalement, ses bijoux, Ouais. pas pour l'or ou pour l'argent que ça valait. Oui. Comme elle était très amoureuse, elle y tenait sentimentalement. Et ça a été le coup de grâce, elle a quitté Saint-Tropez, je ne l'ai jamais revue. Ah ouais. Mais cette fille-là a dû vivre toute sa vie, avec cette histoire d'amour, de cinéma, fini, quoi. ouais, De cinéma, cinéma, ouais. une histoire de cinéma. Regarde, je t'ai préparé un petit truc. Oui. Dans la boîte à gants, est-ce que tu peux mettre ta main dans le vide-poche, s'il te plaît? Je t'ai préparé un petit truc. Et puis tu vas me dire. Ah oui, des photos. Alors, des photos. Je t'ai préparé ça. Tu vas me dire ce que tu en penses et tu peux me commenter les différentes photos et puis les montrer à la caméra pour que les gens y voient. Alors, je les prends dans l'ordre et ça tombe bien. Voilà. Ça tombe bien parce que je tombe directement sur Johnny Hallyday. Ok. Johnny Hallyday, à Saint-Tropez, en tous les cas, c'est lui qui m'a fait démarrer mon affaire. Tu vois? Ah oui, quand il venait. Quand il venait, aussitôt qu'il est venu, 2 soirs d'affilée, en plein mois de juillet-août, tu peux être sûr que le lendemain, puisqu'il y a eu des photos d'en Voici et tout ça, aux locaux, Johnny chez son pote Vincent, etc. Le lendemain, mon bar était plein de tous les fans, des gens qui attendaient Johnny en permanence. Et quand ils ne voyaient pas Johnny, ben, ils me prenaient en photo, moi, parce que j'avais vu Johnny. C'est l'homme qui a vu l'ours, je ne sais pas quoi. Ouais. Donc Johnny, franchement, et surtout pour parler sincèrement du mec, humainement, c'était un mec génial. Ah ouais. C'est un mec que j'aimais beaucoup, j'y pense souvent. En plus, un artiste hors pair. Ah bah, Et j'ai une petite anecdote, enfin j'en ai tellement des anecdotes. Ouais. Johnny, il venait des fois avec ses musiciens, et il avait un guitariste qui s'appelait Robin Le Mesurier. Et ce guitariste-là est américain. Il a accompagné des grands artistes américains comme Rod Stewart et bien d'autres. Hein. Ok. Je ne sais même pas s'il n'avait pas accompagné sur une tournée les Rolling Stones. Enfin, Ah ouais, du lourd. Du lourd. Et un jour, j'ai discuté avec Robin Le Mesurier. Alors moi, je ne parle pas anglais, hein, mais un copain était là, il m'a traduit. Je lui ai dit, toi qui as tourné avec les plus grands, qu'est-ce que tu penses de Johnny? Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit, si Johnny était né aux États-Unis au lieu d'en France, s'il avait fait une carrière aux États-Unis, ça aurait été le plus grand de tous. Rockstar planétaire. Ouais, c'est-à-dire quand il me dit le plus grand de tous, on pense forcément à Elvis Presley. Ah, Elvis Presley, bien sûr. Tu vois? Mais il m'a dit cette phrase-là. Mais Johnny, c'est vrai que c'était une force de la nature. Ah ouais. Incroyable. Et dans ton livre, tu racontes je le ramenais souvent ouais. quand il avait trop bu. Alors Johnny, c'est un mec qui buvait parce qu'il était timide, mais quand il avait bu, écoute-moi bien, quand il avait bu 3 verres, il était déjà plié. Hein.
Ouais, parce que du coup, Il le foie, encaissait pas. il encaissait En plus. fait, c'est pas qu'il buvait énormément, il n'encaissait pas. Et quand il demandait un gin tonic, je me rappelle d'un truc, il faisait ça. L'alcool ne touchait pas le palais. Ça Ah ouais. partait directement. Et 3-4 verres. Et après, quand il avait bu, ben là, il se sentait bien, je pense. Il se sentait un peu libéré de toute cette timidité et tout. Et c'est pour ça qu'il buvait. Hein. C'est Ah pour ouais. ça. Alors, quand il était, des fois, moi, il est venu dans mon bar souvent tout seul. Hein. Tout seul, hein, des fois même sans garde du corps. Ah ouais. Et il venait me chercher, il dit on va faire un tour au cave du roi et tout. Et quand il était un peu trop bourré, des fois je l'ai emmené, comme je le dis dans le livre, Ouais. j'avais une Méhari, je l'ai mis dans le coffre de la Méhari et je l'ai amené à sa villa, à Ramatuelle, pas à la Madrague, à la Lorada. Ouais. Je connaissais bien son gardien qui s'appelait Gérard. Ok. Et je sonnais à la porte, je lui disais Gérard, j'ai le grand dans le coffre, viens m'aider. On le prenait, on le mettait au lit, on le couchait, on le mettait au lit. Ah ouais. Et j'ai toutes ces anecdotes avec, Ah, dis donc, avec super. Johnny. Et il m'invitait à la Lorada. Il a même dragué ma femme. Hein. Il allait à la boutique draguer ma femme. Ah ouais. Johnny, oui, parce que Cathy, enfin Lascaux, brune, en plus c'est une bombe même maintenant, mais ouais. jeune c'était une Oui. bombe et c'était tout à fait le style de Johnny. Ah ouais. Et Johnny, il discutait avec elle dans la boutique, il était tout rouge, tout timide. Ma femme me le redisait le soir. Ouais. Et une fois, il y a le garde du corps de Johnny, enfin à l'époque, c'était son coach sportif, mais Ouais. qui se la jouait un peu garde du corps, qui s'appelait Hervé Lewis. Ok. Et Hervé Lewis, il a fait un truc pas bien, il est allé voir ma femme à la boutique et il lui a dit, il y a Johnny qui voudrait te voir, etc. Tu sais, il a parlé des trucs. Ma femme ne me l'a pas dit pour pas qu'il y ait d'embrouille. Peut-être un mois après, c'était mon anniversaire, on était au Papagayo. On est passé chez moi et après on est allé au Papagayo. Et au Papagayo, on était avec Johnny, Hervé Lewis, Jean-Luc, le patron d'un grand restaurant, d'ailleurs on va passer devant là, d'un grand restaurant qui s'appelait la Villa Romana, etc. Ah ouais. Et ma femme m'a vu discuter avec Hervé Lewis, elle m'a dit tu devrais pas parler avec lui trop. Je dis pourquoi là? Ah ouais. Dis-moi tout, je lui dis tu m'en as pas dit assez. Et elle m'a dit oh il est venu puis il t'a dénigré un peu à la ouais. boutique, tu sais pour essayer. Ouais. Elle lui a dit qu'est-ce que tu fais, c'est un petit voyou, etc. Enfin bref. Ah ouais. Donc quand elle m'a dit ça, Putain. j'ai mis une grande patate dans la gueule. J'ai mis une grande Ah ouais. patate dans la gueule de Hervé Lewis. Oh là, ouais, Et d'accord. Johnny essayait de nous séparer. C'était la première semaine où il sortait avec Laetitia. Il Ah a ouais. essayé de nous séparer à la boîte. On a vidé la boîte. On est parti. Daniel Angeli, qui était en planque au-dessus de mon bar, il y avait un appartement, il était en planque. Il a pris les photos qui sont passées sur Voici. D'ailleurs, la photo est dans mon livre. Ah ouais, Où tu ouais, vois ouais, Johnny et moi, où tu vois que tout le monde est bourré et qui essaye de séparer. Ok. Le J'avais pas capté lendemain, que c'était ça sur la photo. le mais d'accord. lendemain, Johnny m'a appelé. Il m'a dit Vincent, est-ce qu'on peut se voir et tout. Il est venu en voiture, on s'est vu. Il m'a dit il faut que vous serriez la main avec Hervé Lewis, franchement et tout. Et puis on s'est vu, on s'est serré la main, puis c'était terminé quoi. Ouais, 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 on Moi passe à autre chose. j'étais très chaud. Très, jeune, hein. très sanguin. Ah oui, Ah ouais, ouais. j'étais très très chaud. Et Ouais, c'est- moi je bois pas, mais quand j'étais un peu plus jeune, ça m'arrivait de boire un petit coup. Ouais, Alors, ouais, bien sûr. si j'avais bu pareil, hein, moi j'encaissais pas plus que Johnny, hein. Ouais. Mais si j'avais bu 2 rosés, là, il fallait pas m'emmerder. Et le mec pouvait même faire 2 mètres. Hein. Ah Alors, ouais, ouais. j'ai Ouais, eu, t'avais pas peur. j'ai eu ce truc-là dans ma vie où je me suis jamais dégonflé. Voilà. Ah ouais. Et voilà. Et Putain, ouais, d'accord. je me Donc, suis même jamais. Tu sais, quand tu arrives à Saint-Tropez dans les années 80, quand tu fais une petite affaire qui marche, tu es quand même Ouais. approché par le milieu. Hein. oui, oui, je pense. Et j'ai jamais baissé mon froc et j'ai jamais craché au bassinet. Et puis voilà, ça a toujours été comme ça. Ah ouais. Et on me respecte pas pour mes épaules. Hein. Maintenant, on me respecte déjà par mon âge. Hein. C'est ce que j'ai dit un jour à mon fils. Je lui dis ne sois pas pressé d'être respecté. Parce que ça vient quand avec tu es l'âge. vraiment respecté, c'est que tu es déjà vieux. et voilà, C'est sûr. Saint-Tropez, après j'ai monté le Tsar. Alors ça, c'était pour Johnny. Il faut que Ça, je c'était passe. pour Johnny, oui, oui, oui. Alors, pas je de prends la problème, je deuxième t'écoute. photo. Deuxième photo. Alors oui, t'en as parlé un petit peu dans ton livre. Delon. Non, Delon, honnêtement, j'en ai parlé un petit peu dans mon livre. Bon, bah passe. Mais je vais passer, je vais pas inventer des choses, Non, non, pour non, mais les très bien. inventer. Je l'ai croisé, Ouais. on nous a présenté. C'était dans une soirée de Marcel Campion, aux Tuileries. Oui, mais c'est où pour ça qu'en fait. où j'avais un bar à champagne que j'avais fait, parce que Marcel Campion, c'est un copain. Ouais. Il m'a demandé de faire un bar à champagne à Paris, Ouais. aux Tuileries, au marché de Noël. J'avais fait un grand Voilà. bar à champagne. Et avec Marcel, on nous a présenté et tout. J'aime beaucoup Alain Delon.
Ouais. Ce que j'aime chez Alain Delon, c'est que c'est un mec, en fait, euh, c'est un écorché vif et il s'est jamais remis, je pense, de son enfance. Ah ouais. Et l'enfance, eh ben, comme m'avait dit Aznavour une fois dans un déjeuner en tête-à-tête, il m'a dit, tu sais, l'enfance, c'est comme une maladie, mais une maladie dont on guérit jamais. Et je pense que Delon n'a jamais guéri de cette maladie, Ah, l'enfance. D'accord. J'adorais le mec, j'adorais l'artiste, l'animal, Ouais. quoi. Ouais. Régine. Tiens, montre-la au. Ah oui, alors je Ah vais oui. montrer déjà Alain Delon, Oui. puisque j'en ai parlé, on va y Ouais, rendre très hommage, bien. j'aime beaucoup. Comme ça, non, les gens. Régine, alors on se voyait beaucoup à Saint-Tropez, etc. Et un jour, elle est venue dans mon bar, elle était avec Eddie Barclay, et pour lui faire plaisir, je lui ai dit, bah écoute Régine, va à ma boutique, à notre boutique avec ma femme, qu'on a place de la Garonne, et choisis une paire de chaussures, je te les offre. Ma femme faisait des grandes marques de chaussures comme Dior, etc. Alors, le lendemain, elle était à la boutique, et elle a commencé à essayer des chaussures, puis elle en mettait de côté, quoi, une dizaine. C'était Oui. c'était quand même des paires de chaussures, tu dirais maintenant à 400-500 euros la paire, tu vois. Ouais. Ma femme lui dit, ben non, Vincent vous offre une paire. Ah non, il m'a dit que je pouvais prendre tout ce que je voulais, etc. Oh, Elle lui a dit non, juste une paire. Ah ouais. Et par la suite, j'ai failli m'associer avec elle, mais elle s'est dégonflée au dernier moment. Ah ouais. Marcel Campion, on était aussi sur le marché de Noël, que j'avais fait ce grand bar à champagne. Elle voulait absolument le faire avec moi, qu'on le fasse les deux. Donc je lui ai dit ok. J'ai payé la location du chapiteau, qui était très grand, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent. J'ai tout payé et quand je lui ai dit bon comment on fait pour l'association quoi, Oui. elle m'a plus jamais donné de suite. Donc du coup j'ai fait l'affaire tout seul. Et Elle a donc, disparu. Et Régine, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est un peu plus vieux Ouais. aussi, mais Régine, c'est celle qui tenait le Régine, ça s'appelait à Paris. Tous les Régines à Paris, à Monaco. Ah oui, ça a mais il y en été- avait autant. Ah, mais même aux États-Unis, Oh. c'était une franchise. Ah bon, je ne savais pas du tout ça. Régine, c'était une franchise. Dans les belles années, Régine, elle faisait la pluie et le beau temps. Oh. C'est Régine qui a présenté, chez Régine rue de Pontieux, qui a présenté la femme de Charles Aznavour, la femme avec qui il est resté marié toute sa vie. Ah ouais, d'accord. Oui, Régine, elle avait ce côté-là, meneuse de fête, chanteuse, actrice. Je l'ai vue dans un film où elle était très très bien. Actrice, entremetteuse aussi. Ouais, Tu sais, que les Ça, gens rencontres, présentaient, on va les présenter. les rencontres. Oui, c'était un personnage. C'était un Ah, personnage. les gens, d'accord, ok. Ah ben. Angélie. Donc du coup, c'est. Daniel Angeli. Alors pour l'anecdote, sa fille, une de ses filles était ma serveuse au Tsar pendant des années. Super gentille, super serveuse. Ok. Une fille très très bien. Angeli, c'était le plus grand paparazzi. Oui. Par contre, Angeli, c'était un mec, il était déjà paparazzi de Johnny. Il l'avait pris en photo la fameuse soirée du Gaillot quand on a vidé la boîte, qu'on Ouais. est parti que Johnny était bourré. C'est passé dans Voici et tout. Après, il a été présenté à Johnny par un gars qui s'appelait Joe de Salerme, qui est mort, le pauvre, paix à son âme, qui était une figure tropézienne. Ok. Et après, il est devenu le photographe attitré de Johnny. Donc, il suivait ouais. Johnny partout. À sa Ah ouais. Barthes, partout. Et des photos de partout. Voici. Et il est parti avec sa femme, avec Johnny. Ils vivaient quasiment ensemble. Mais non. Ils étaient toujours ensemble. Ils sont partis au Canada. Il m'a raconté une anecdote sur Johnny au Canada. Il me dit, tu sais, un jour, on était les deux. Ils voulaient vivre dans une maison un peu... on avait une maison un peu de bûcheron, tu sais, tout en bois et tout, Ouais. avec une cheminée. Et il me raconte, il me dit, je suis en train de dormir sur un canapé près de la cheminée. Avec Johnny, on s'était mis là, les deux. Et il me dit, vers 3h du matin, je lève un œil et je vois Johnny avec son t-shirt. De la façon dont il me le raconte, je vois Johnny avec son t-shirt, à poil, ses gambettes toutes fines. Il devait déjà avoir 65 ans, Johnny. Ah ouais. Ses gambettes comme ça, toutes fines. Je regarde comme ça, je vois deux gambettes toutes fines, un t-shirt et une paire de couilles qui pend, en train de mettre des bûches dans la cheminée. Et je me dis, c'est quand même Johnny Hallyday, tu vois l'image. Angélie m'avait raconté ça. Angélie, le problème qu'il a eu, c'est que Johnny, quand tu es avec lui, Faut boire. tu dois boire comme lui. Uch. Les mêmes consommations. C'est-à-dire que quand il venait dans mon bar, s'il était au rosé, tous ces musiciens, toutes les personnes qui étaient avec lui devaient prendre du rosé. Ah ouais. S'il était au gin, tout le monde devait prendre du gin.
Et s'il était à l'eau parce qu'il avait un concert dans 15 jours, important, tout le monde était à l'eau. Et Angéli, le pauvre, ben, il buvait pas. Ouf. Et Donc, c'était il galère, est tombé là-dedans. Ah ouais. Il est tombé là-dedans dans l'alcoolisme. Ça lui a coûté la santé. Ça lui a coûté son couple. Ça lui a coûté beaucoup. Ouf. C'est un mec que j'aime beaucoup, Angéli. C'est surtout un gars qui a pris la planète entière en photo. Il a des photos extraordinaires, collector. Et il a des super enfants qui s'occupent bien de lui, que je connais bien. Il a 2 filles géniales. Ok. Et qui s'occupent bien d'Angéli. Et il vend ses photos maintenant en série limitée, etc. Ouais, ouais. Et elles valent très cher. Il a de très très belles photos. D'accord. J'invite tout le monde à regarder le travail d'Angéli. D'accord. Ouais, Bon, c'est bah, un mec génial. Voilà. Paul Baril. Alors Paul Baril, c'est un personnage de roman. Hein. Déjà, il a créé le GIGN avec Proutot. D'accord. Bon, c'est Ah ouais. un mec qui a fait beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment lui qui a créé le GIGN, donc il était gendarme, ce monsieur. Ben oui, c'est ce qu'on appelle un super gendarme. Il a écrit, oui. il est sulfureux, hein, Ouais. et il a écrit un paquet de livres, d'accord, Ok. où il raconte beaucoup de choses. Il a été garde du corps de Giscard d'Estaing. Alors moi, ce qui me plaisait avec Baril, c'est que chaque fois qu'on allait au restaurant, il me racontait mais des secrets d'État. Ah Des ouais. secrets d'État, hein, j'en parle dans mon livre. Oui. D'ailleurs, je m'attendais à avoir un procès, hein, d'ailleurs. Oh, ça aurait fait un peu de pub. Hein. Peut-être que Ça aurait tu vas l'avoir, peut-être. Oui, ça aurait fait un peu de pub. Bah, moi, il me racontait comment il raccompagnait, il accompagnait un président de la République, donc je ne vais pas citer son nom, en Afrique centrale, chez Ah oui. Bokassa. Mais ça, on va laisser l'anecdote dans ton livre. Voilà. On va pas en Je parler. pense, parce que ça peut-être- fait des éclats. Voilà, D'accord. donc on va le laisser dans ton livre Donc, et puis on en j'aimais parlera. toutes les anecdotes de Ouais, Paul. de ce monsieur. C'est comme si tu allais au restaurant avec James Bond, quoi. Il te Oui, bah oui, il oui, te c'est racontait sûr. des choses De incroyables. fou, ouais. Ah ouais, ouais. Et il n'était pas mytho, hein. Je pense Ouais, qu'il racontait la vérité. Bon, c'était un personnage sulfureux qui a trempé dans des tas d'affaires. On lui a reproché beaucoup de choses hein, sur des ventes d'armes et des choses. Mais là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce Ouais. que je ne connais pas les dossiers. Mais moi, j'aimais beaucoup Paul Baril. Chaque fois qu'il venait à Saint-Tropez, il m'appelait. On allait au resto ensemble. J'ai mon fils à l'époque qui avait 7 ou 8 ans. Il lui ramenait toujours des petits cadeaux à mon fils. Mais quand il ramenait des petits cadeaux, ben, c'était toujours des cadeaux qui avaient un rapport avec les armes. avec les armes, avec son métier. Ah oui, oui. Un petit couteau suisse avec plein Ah de oui, choses bah à oui, faire. oui, oui. Voilà, donc il était assez marrant. J'ai plus trop de nouvelles parce que je sais qu'il est très malade Ah ouais. de Parkinson, je crois. Ouf, d'accord. Il habite à Mougins. Il a été aussi, il s'est occupé de la sécurité de l'émir du Qatar. Sa femme était avocate aussi de ce dernier. Ok. Non, c'est un mec que j'aime beaucoup, que je voyais D'accord. beaucoup, que je vois plus, D'accord. qui est malade. Je lui souhaite le meilleur. Ok. Voilà, on passe à Christophe de Chavannes. Alors Christophe de Chavannes, je l'ai eu comme client à Saint-Tropez. Puis alors, le courant est bien passé et il m'a raconté un soir où il avait pas mal bu à la terrasse de mon bar. Il m'a raconté son Saint-Tropez à lui. Ok. Alors Christophe de Chavannes, quand il était petit, il venait en vacances Ici. à Saint-Tropez avec sa mère et son père et il louait un petit appartement sur le port, au-dessus du Ah ouais. Gorille. Tu vois le Gorille? Ok, ouais. Au-dessus du Gorille. Et il me racontait, il me dit, moi quand je venais là, on était là avec ma mère. Mon père, il adorait sortir la nuit, aller dans les boîtes de nuit de l'époque, les skinades et tout ça. Et chaque fois qu'il rentrait au petit matin, à 7-8 heures du matin, il nous disait, j'étais avec Sacha Distel, j'étais avec un tel, j'étais avec un tel. En gros, Christophe de Chavannes me dit que son père aurait aimé avoir cette vie d'artiste, quoi. Ok, d'accord. Et il me raconte que cette vie-là, c'est lui qui l'a eue. Tu vois, il y a Un petit peu comme toi. un petit peu comme moi, il me raconte que cette vie-là, c'est lui qui l'a eue, mais que son père ne l'a pas vue. Il dit, mon père est mort au moment où je commençais à faire un peu de la radio, et il n'arrivait jamais à capter les chaînes, les trucs, donc il n'a rien vu de sa réussite. Et De Chavannes me dit, j'aurais aimé qu'il soit toujours là, il aurait été gérant d'une de mes sociétés, il aurait pu avoir la vie qu'il voulait. Et ça, De Chavannes, il était très marqué par ça. Je l'ai senti profondément ému quand il me parlait.
Et tu vois, ça revient à ça, hein, l'enfance, tu t'en débarrasses Tu pas, t'en quoi. débarrasses pas. Ouais. Et on était en train de parler de tout ça, quand il voit arriver à ma terrasse Claude Brasseur. Et Christophe, quand il a vu Claude Brasseur, il faisait un amalgame, paraît-il, enfin il me l'avait dit, quand il a vu Claude Brasseur, il voyait son père, quoi. Parce que c'était peut-être un peu le même style, ou je sais pas quoi. Attends, est-ce que tu peux expliquer aux gens, Claude Brasseur, c'était qui déjà? Un acteur de cinéma, Ok, un d'accord. grand acteur de Mais cinéma, oui, c'est- mais une famille d'acteurs, quoi. Hein. Ok, d'accord. Son père aussi, Brasseur, était un grand acteur, etc. Mais Claude Brasseur, il venait beaucoup à Saint-Tropez, c'était un bragueur. Hein. Ouais. Et quand Christophe l'a vu, ils ont commencé à boire des coups, ils sont partis bras dessus, bras dessous. Et ce soir-là, ils sont tombés dans le port. Ils sont tombés dans Mais l'eau. à pied? À pied, ouais, ils sont tombés dans le port. Ils étaient ouais. un peu. Ça, c'est l'anecdote. Je l'ai revu à Paris, peut-être 15 jours après. Ah, dis donc, Christophe de d'accord. Chavannes, à une terrasse de café. On a parlé 5 minutes. Et je ne l'ai plus jamais revu. Ah ouais, d'accord. Voilà. Belmondo, non. Non, Belmondo, oui, en fait, c'est que je crois que on l'avait mis parce que Je le connais tu pas. l'avais croisé ici au bar à Champagne, aux Tuileries. Ah, aux Tuileries. Aux ouais, Tuileries avec ouais. Delon, je crois. Voilà. C'était les deux qui étaient ensemble. Mais sinon, je ne peux pas en Ok. parler, je ne le connais pas. Ok, Marcel Campion, ben oui, j'aime beaucoup Marcel. bien sûr. Marcel, c'est. Ma mère, quand elle était jeune, très très jeune en Espagne, puisque je suis d'une famille espagnole, elle faisait les fêtes foraines. Elle vendait des nougats, des trucs comme ça. Je me Bien suis sûr. toujours senti très proche du milieu forain, Ok. puisque je suis espagnol, andalou, donc tu sais, la Grenade en plus, c'est le berceau des gitans. Donc je me suis toujours senti très très proche de ce milieu-là. Ok. Et Marcel, je connais très bien sa fille aussi, Sigrid, qui est une super copine. J'aime beaucoup ces gens parce qu'ils ont cet esprit famille que j'aime bien. Marcel venait beaucoup dans mon bar. Il m'invitait aux anniversaires de Yves Mourouzi, parce que Marcel s'est beaucoup occupé d'Yves Mourouzi, tu vois. Yves Mourouzi, parce que je connais pas, mais. C'était un grand journaliste. Ok, TF1. d'accord. Yves Mourouzi, à la fin de ses jours, il n'avait plus rien. Les huissiers lui ont saisi tous ses meubles. Et Marcel Campion est allé à la vente aux enchères avec plein de gens de forains. Ouais, ouais. Et, Ils ont tout racheté. et ils ont interdit à tout le monde de surenchérir. Et ils ont tout racheté. Oh, putain. Enfin, ils ont tout racheté. Marcel a tout racheté. Et il a tout redonné à dis Yves donc. Mourouzi. Il lui a remeublé son appartement. Pour te Fou. dire le genre de mec que c'est, quoi. Donc Ah j'aime ouais. beaucoup Marcel Campion. Et Super. j'ai fait avec lui, j'ai fait un bar à champagne Aux Tuileries, ouais. aux Tuileries. C'était une belle expérience, ça a duré 2 mois, c'était sympa. Et je Ok. passe au suivant. Alors le suivant, mon ami Jean Roch. Jean Roch, ouais, Jean Roch. exactement. Alors moi je peux pas, alors pour le grand public il y a Jean Roch, mais moi je peux pas dissocier Jean Roch de Dominique, son frère. Oui, ok, ouais, parce que souvent vois on parle des deux. Si tu veux, les deux, Jean Roch, c'est des deux frères, c'est celui qui est le plus en avant. Et il me fait penser à mon frère. J'ai un frère, moi, qui s'appelle Didier. Ouais. Et c'est pareil. Moi, je suis plutôt le mec un petit peu. Qui passe un peu devant la scène. Oui, qui aimait bien. Maintenant, j'aime un peu moins. Qui aimait Ouais. bien être dans la lumière, alors que mon frère préfère rester à l'ombre. Eh ben, Dominique et Jean Roch, c'est pareil. Alors bon, on se connaît, on est arrivés quasiment la même année. Ah ouais. Jean Roch est arrivé de Toulon pour s'occuper de l'Hystéria sur le port, où il a cartonné. Et moi, je suis arrivé, je crois, en tous les cas, la même année, j'étais en vacances à Saint-Tropez, puisque j'y allais à l'Hystéria sur le port. Ah ouais. Et c'est l'année suivante que j'ai ouvert mon bar. Donc on est arrivé quasiment en même temps. Donc, en fait, Jean Roch, son frère Dominique, toi et Philippe Cortier, vous êtes tous arrivés en même temps. Oui, et quasiment. Corti était DJ au Gaillot. Et, ouais, Et c'est ce qu'il disait. il venait dans mon bar tous les soirs prendre un café et surtout prendre un sandwich au jambon que je faisais très très bon. Corti s'en rappelle. Ok. Chaque fois qu'il me voit, il m'en parle. Parce que c'était du jambon cuit à l'os que je faisais venir du Haut-Doubs, tu vois. Ok. Un jambon cuit à l'os, tu faisais des sandwichs qu'on coupait au couteau comme ça. Et Corti adorait ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, il m'appelait le Suisse. Parce que comme j'arrivais de Besançon, je lui avais situé Besançon vers la Suisse. Ah À oui, l'époque, d'accord. il y a 35 ans, il m'appelait le Suisse. Bon, Ah c'est- ok. Depuis, il m'appelle Vincent. Donc on Ouais, était ouais. tous là en même temps. Ah ouais. Ok. Et Jean Roch, alors ce que j'aime chez les deux frères, c'est qu'ils ont cet esprit famille où la famille passe avant tout. Ok. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont une vraie hygiène de vie. Sans déconner. Hein. Ouais, ils boivent pas non les deux. Ils ne boivent pas. Ça aide beaucoup, Ils ne hein. se droguent pas. Ils n'ont jamais touché à la cam. Moi, c'est pareil. Je ne touche pas à ces trucs-là. Et c'est leur Bah, c'est un femme. peu le secret d'une réussite longue. Ah bah oui. Sinon tu peux pas Leurs perdurer. femmes et leurs enfants, bah, ça passe avant tout.
Voilà, Ok. on se retrouve là-dedans, on se retrouve, donc j'aime bien. Et puis surtout, c'est qu'il il baisse jamais les bras, putain. Ah ouais. Il ne lâche jamais l'affaire. Par exemple, il y a une saison, ils vont faire peut-être une saison moyenne, tu peux être sûr que pendant l'hiver, ils vont tout te péter, la boîte, racheter Ah ouais. l'immobilier et tout, et l'année suivante, ça marche. En ce moment, ils ont les Halles de Saint-Tropez qui Cartonne, cartonnent, mais ouais, écoute-moi, ouais. qui cartonnent, et je suis bien content pour eux, et surtout aussi bien content pour moi, Bah oui, puis ça parce fait que des je affaires suis à aussi. côté, le Tsar est à côté des Halles, Bah ouais. et moi, j'avais beaucoup de gens qui venaient au Tsar, mais des amis qui venaient me voir et tout, que maintenant, ils traînent. C'est l'endroit, cette rue-là, c'est l'endroit où il y a le plus de monde à Saint-Tropez, Eh oui. après 11 heures déjà. Ah bah c'est sûr. Tu vois, c'est cet endroit-là qui vit. Alors déjà, ça, je leur dois beaucoup. Et parce que cette année, j'ai fait aussi une super saison, mais eux, cette année, ils ont explosé. Ils ont explosé, ouais. Et avec les soirées guinguettes et tout, et on s'aperçoit qu'il y a une clientèle Pour ça. qui aime bien aussi les chansons des années 80 Ah bah ouais, et moi, tout. j'aime beaucoup. Donc, on s'entend très bien avec Jean-Roch. On a Ok. été fâchés pour une histoire personnelle. On a été fâchés pendant quelques années. Mais voilà, Ok. c'était peut-être pour mieux se retrouver. Bah bien sûr. Mais Ouais. on s'entend Ok. très bien. C'est des gens que je respecte beaucoup. Parce que c'est des mecs qui n'arrêtent jamais, qui se relèvent toujours, qui sont toujours là. Et quoi qu'on en dise, ils ont fait une vraie page de Saint-Tropez, quoi. Ah bah oui, c'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? Donc Ah, je suis d'accord, ouais. moi là, je suis content parce que on s'entend vraiment, vraiment bien, quoi. Voilà. Tu vois? Ça secoue, ouais. On Ouais. se prête des terrasses quand on a besoin d'une table, on se dépanne. Ouais. Non, franchement, voilà. Ok. Pour Jean-Roch. Et Ah, voilà. cool. Et voilà. Après, de Chavannes, Ah bah j'en ai ouais, déjà on a parlé. parlé, ouais, c'est que j'ai pas dû faire De attention. Chavannes, il y a 2 photos, donc on en a parlé. Claude Brasseur, Brasseur, on je en a viens de parlé. t'en parler. Bien sûr. Ah, Charles Aznavour. Alors, Ah ouais, parce que là, il y a. Charles Aznavour, Charles Aznavour, je le connais déjà depuis de nombreuses années au locaux. Je connais bien ses enfants, Micha et Katia Aznavour. Ok. Katia et Micha venaient au locaux, je te mens pas, ils avaient 16 ans. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, en face du loco, ce qu'il y avait de marrant, c'est qu'il y avait un local sous le Papagayo qui s'appelait le Studio Pirate, qui était tenu par un gars à qui je dois beaucoup, qui s'appelait Thierry Kayat. Ok. Et si je suis venu à Saint-Tropez, c'est grâce à Thierry Kayat. J'étais en Espagne, j'ai pris un VSD. Et dans le VSD, il parlait de Saint-Tropez. Il parlait de Saint-Tropez Ouais. dans le VSD. Et il parlait d'un truc qui s'appelait Studio Pirate, où on pouvait chanter sur des bandes-sons. C'était le premier karaoké de France. Ok. On pouvait chanter sur des bandes-sons et que tout le monde se réunissait là pour chanter, y compris Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Enfin, tout le monde venait là. C'était un truc, tu chantais sur des musiques. Et moi, qui à l'époque aimais beaucoup chanter, faisais de la musique, et qui m'étais dit, tiens, je vais être chanteur, Ouais. comme je veux toucher à tout. Bah bien sûr. Et j'étais venu directement parce que j'ai vu cet article dans VSD, et je suis venu au Studio Pirate et j'ai chanté, et il y avait un concours. Et dans le jury du concours, c'était Félix Gray, qui est devenu un copain, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Balkany. Et Balkany de Levallois qui venait beaucoup. Le maire de Levallois de l'époque. Ah ouais. Et j'ai fait le concours, je suis allé en finale, j'ai encore des vidéos et tout. Et Johnny écoutait attentivement quand on chantait et tout. Et d'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure quand on a parlé de Johnny. Quand j'ai bien sympathisé avec lui, je lui ai dit, écoute, je vais te faire écouter 2-3 musiques que j'ai fait. Il m'a dit, ah, c'est pas mal et tout, tu veux chanter? Je dis oui. Il me dit, je vais te produire. Il a appelé Pascal Nègre, patron d'Universal, et il lui a dit, tiens, tu vas signer mon copain. J'ai fait un disque sous le nom de Vincent Lorca. Ah ouais. De Vincent Lorca, j'en parle dans mon livre. Ouais. Et c'est Johnny qui a tout payé par sa société d'édition qu'il avait, son label, qui s'appelait Desperado Music, et dont le directeur, c'était un mec qui s'appelait Joël Devouge, que j'aimais beaucoup, qui est devenu mon ami, qui est mort, le pauvre, paix à son âme. Et ils m'ont produit, et j'ai fait donc un disque. Ok. On m'avait dit, tu vas voir, c'est génial, tu vas faire un carton. Et j'ai vendu un carton. Ça n'a pas marché, mais c'est passé dans les radios. Ok. Et puis après, j'aurais dû insister, mais moi souvent, j'insiste pas sur les trucs. Ah ouais. Ça n'a pas marché. Ah, tu sais que Sardou a fait 3-4 disques avant que ça marche. Ouais, bien sûr. Moi, j'en ai fait un, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je suis passé à autre chose. Mais j'adorais ça, j'aurais dû insister. Ah ouais. C'est Johnny qui m'a produit, qui a tout payé. Ah bah dis donc. Tu vois? Exceptionnel. Et donc, je voyais beaucoup Charles Aznavour, puisqu'on parle de Charles Aznavour.
Je voyais sa fille qui chantait au Studio Pirate. Micha Aznavour adorait chanter et chantait des chansons d'Aznavour, hein, le fils d'Aznavour. De son père. J'aime beaucoup Micha Aznavour, mais c'est là que je me suis aperçu que le talent n'était pas héréditaire. Il va m'en vouloir que je dise ça, mais j'adore Micha, j'adore sa sœur, qui est mariée avec un ami à moi qui s'appelle Jean Rachid. Ah bah oui, bien sûr. Aznavour. C'est lui qui a produit le film Aznavour. Il a produit le film Aznavour. J'étais avec lui avant-hier, hier au Café de Paris. Ok. Et avec lui, on a bu un verre ensemble au Café de Paris. Et avant-hier, il était aussi avec Tahar, l'acteur, bien sûr. L'acteur du Prophète. L'acteur qui joue le serpent dans la série et aussi Aznavour. qui joue Aznavour dans le film Aznavour. Un mec incroyable avec un talent international. Ah oui. J'étais avec eux avant-hier au Café de Paris. Ok. Et Tahar, tu sais qu'il est de ma région. Moi, je suis de Besançon. Ok. À la base, il est du côté de Besançon, Montbéliard, je crois. Il est à 90 km, on a discuté un peu. Mais je le vois aussi à Marrakech, souvent, chez notre ami Gérald de la Palette, qui est un ancien de Saint-Tropez qui connaît tout le monde aussi. D'accord. Et Aznavour, j'ai déjeuné en tête à tête avec lui à Marrakech et on a beaucoup parlé. Et on a beaucoup parlé pendant un déjeuner. D'ailleurs, il m'a dit un truc, je venais de perdre ma mère, ça faisait 3 jours. Et il m'a dit un truc qui me faisait plaisir, on a beaucoup parlé. Il m'a dit, tu sais que quand j'ai écrit la chanson La Mama, tout le texte, c'est une famille italienne. Ouais. Mais quand je l'ai écrit, moi, je pensais à une famille espagnole andalouse, mais les mots ne collaient pas. Donc j'ai été obligé de le faire comme si c'était une famille italienne. Mais moi, quand je l'ai écrit dans ma tête, c'était une famille espagnole, andalouse. Ça m'a fait plaisir. Il m'a raconté des tas d'anecdotes, comment il avait écrit la chanson, je me voyais déjà. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, il était en Belgique. En rentrant, il commençait à être déjà bien connu. Et il est allé manger dans une salle de spectacle. Et on avait dû dire aux gens qui faisaient le spectacle, il y a Aznavour qui est dans la salle. Alors Aznavour me raconte qu'il y a un mec qui faisait le spectacle, qui chantait, un amateur qui chantait, qui avait un costume bleu pétrole et qui en faisait trop pour se faire remarquer par Charles Aznavour. Il en faisait trop, tu vois. Et en rentrant après ce spectacle, Aznavour est allé à l'hôtel, il a pensé à ce gars-là, et il a écrit la chanson « Je me voyais déjà ». Ah ouais, en pensant à ce gars qui faisait tout pour se faire remarquer par Aznavour. Elle est belle l'anecdote. Elle est belle l'anecdote. Il m'a raconté plein de choses comme ça. Donc Aznavour, moi, quand je vais à la salle de sport, que je mets mon casque, c'est souvent Aznavour que j'écoute, mais en boucle, tout le répertoire. J'adore Aznavour. Ah, dis donc. Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot. T'as une belle anecdote avec Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, donc j'ai un ami à moi, on va passer devant si on reprend la route des plages. Ouais. J'ai un ami à moi qui avait un hôtel ici, route des plages, qui s'appelait la Romarine. Okay. Mon ami s'appelait Stanley Buana. Okay. Et Stanley, c'était un super mec, qui avait 2 fils, qui avaient des affaires en Espagne et qui venait d'acheter la Romarine. Et un autre hôtel qui s'appelle le Patio, je crois, rue Allard. Ouais, rue Allard. Attention à la fin. Ouais. Et Stanley m'appelle un jour et il me dit « Vincent, est-ce que tu veux venir dîner à la maison demain soir ? Demain soir, est-ce que tu veux venir dîner à la maison avec ta femme ? On n'est pas beaucoup, on est un petit comité, on est une dizaine, mais il y a Brigitte Bardot qui sera là avec son mari, celui-là. Et voilà, on se fait un petit dîner. J'aurai des Gypsy Kings, des Gypsy qui vont faire la musique. Ah ouais. Je lui dis, écoute Stanley, oui, je viens avec ma femme, mais là ça m'embête un peu parce qu'il y a une copine de ma femme qui est venue de Besançon lui rendre visite. J'ai pas envie de la laisser tout seul. Ça s'appelait une copine à ma femme, Evelyne. Ouais. Elle me dit, non, mais tu l'amènes avec toi et tout. Donc t'imagines, cette nana vient à Saint-Tropez pour la première fois. Première fois nous voir. Elle va voir. Et je lui dis, tiens, demain on a un dîner privé avec Brigitte Bardot. Ah ouais, laisse tomber. Donc on est allé à ce dîner. Il m'a installé directement à côté de Brigitte et on a passé toute la soirée à discuter. Et à ce moment-là, il y a les gitans qui sont venus faire de la musique. Elle a dansé sur la table et tout. Elle avait bu quelques petits verres de vin rouge, comme tout le monde d'ailleurs, comme moi, comme tout le monde. Et à un moment donné, mon pote a un hôtel qui est juste là sur la plage à droite. Et à un moment donné, elle dit, allez, on va tous se baigner. Vincent, tu viens, on va se baigner. Ah oui, et auparavant, j'avais un tout petit appareil photo dans la poche, moi. Mais c'était pas du numérique à l'époque, hein. C'était un petit Canon à développer. Je lui dis, Brigitte, tu permets que je fasse quelques photos dans la soirée ?
Ouais. Elle m'a dit oui, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait plein de photos. Puis comme on avait tous bu un coup, elle dit allez, on va se baigner. Elle se dessape, elle se met à poil, sauf elle garde le bas. Hein, Ouais. elle garde la culotte. Ça a l'air quoi. Sein à l'air. Et là, à l'époque, elle avait déjà bien, on va dire, 60 ans. Ouais. Tu vois alors, un truc qui est incroyable avec Brigitte Bardot, c'est que j'ai fait des photos, je voyais une femme normale. Je me disais même, elle a bien vieilli quand même. Ouais. Et quand j'ai développé les photos, sur les photos, j'ai vu une star incroyable. Oh. Ouais. C'est là que tu te c'est dis, fou. il y a une magie, il y a des gens qui sont nés pour être stars. Il y a des gens qui, dans la pellicule, donnent autre chose. Mais là, j'avais une star sur les photos. Pas la même avec qui j'avais dîné. C'est pas incroyable ça? C'est dingue. Et donc, je fais les photos et tout. Puis moi, comme on avait bu, hein, je continue à faire les photos. Même quand elle sort de la piscine, les seins à l'air, etc. Puis elle danse sur la table comme elle était. Je fais les photos. On passe une très belle soirée. Mais franchement, le courant est bien passé. J'ai raconté certaines blagues, elle a rigolé, etc. Ouais. Le lendemain, je développe les photos. Ouais. Et je les développe directement en 13-18, des formats, tu vois, 13-18. Parce que quand j'étais jeune, j'étais photographe aussi. Ouais. Je le dis dans mon livre. Dans le livre, ouais. Donc j'ai fait des belles photos avec des bons angles, des bons trucs. Et on se réunissait tous au café des Arts, Place des Lys. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, il y avait souvent, tous les soirs à l'apéritif, il y avait Eddie Barclay qui buvait que du berger, pas du pastis. Ah ouais. Il y avait Eddie Barclay, Colaro, Carlos. Et il y avait Angélie. Et il y avait même d'autres personnes, dont le coiffeur de Brigitte Bardot, qu'on appelait la perruquière. C'était un gars très sympa, il s'appelait Gérard. Qui était homosexuel, c'était un copain. Et on était tous là, enfin bref. Et moi, pour chambrer Angélie, ouais. qui était quand même paparazzi. Bah oui, tu lui dis, attends. Je lui dis, écoute-moi, moi je suis pas paparazzi, mais regarde les photos que j'ai fait. Je lui montre comme ça, je lui montre Brigitte Bardot en train de danser sur la table, les seins à l'air. Là, il se dit, il me dit, Vincent, s'il te plaît, je t'en supplie. On va se prendre un pognon, qu'il me dit. Oui. Il me dit, ça, on le vend dans chaque pays, ça va sortir dans les magazines de chaque pays. On peut le vendre telle somme. Il me dit quelque chose comme 30 000 € par pays. Tu vois, wow. On partage, etc. Dans le monde, parce que Brigitte Bardot, c'est pour le monde. Mon entier. D'accord. Je lui dis, mais non, Daniel, je te les montre pour te chambrer, mais jamais de la vie je vais faire ça, je vais pas la trahir, quoi. Et je lui dis non, je rigole et je remballe mes photos. Je rentre à la maison, je brûle tous les négatifs. Et je brûle toutes les photos où elle était nue. Et je garde que les belles photos. D'ailleurs, j'en ai mis une dans le livre où je danse avec elle. Et je garde toutes les belles photos. Je garde celles des photos où elle danse avec Stanley. D'ailleurs, il en a une grande encadrée dans son hôtel à l'accueil. Chaque fois que je passe comme ça devant, je regarde et je me dis tiens, c'est la photo que j'ai faite. Et je négocie pas ces photos, quoi. Je brûle tout. Je garde que 3-4 belles photos. Et le coiffeur de Brigitte Bardot, Gérard, la perruquière, lui a répété l'anecdote et Brigitte Bardot m'a fait parvenir un buste de la Marianne. Dis donc. Un buste de la Marianne, dédicacé, que j'ai toujours à la maison. C'était en 95, ça. Parce qu'il y a la date de la dédicace, avec une petite lettre en me remerciant pour mon sens de l'éthique. C'est beau. Qu'elle avait appris l'anecdote, tu vois, par son coiffeur. Et voilà, je suis assez fier de ça. Je suis assez fier parce que, parce que j'ai toujours gardé ce sens de l'éthique et de la parole, un peu à l'ancienne, tu vois. Ça, c'est Brigitte. Eddie Barclay, là, je tombe sur Eddie Barclay. Eddie Barclay, il adorait se mélanger avec les gens, quoi. Il venait dans mon bar, il buvait le berger. Tu as un simple berger sans eau avec un petit... C'est une sorte de pastis, en fait. C'est un pastis, mais c'était sa marque, berger, sans eau, avec un glaçon. D'ailleurs, il venait souvent avec un mec qui s'appelait Berger. En plus. Un petit bonhomme un peu rond, qui était le directeur de la Mamounia de Marrakech. Et Barclay passait tous ses hivers invité à la Mamounia, et Berger passait tous ses étés invité chez Barclay. Et pour l'anecdote, j'ai appris avant-hier, quelqu'un m'a dit, tu sais que Berger, le directeur de la Mamounia, est mort hier. Donc il y a 3-4 jours, il est mort. J'aimais beaucoup. C'était On lui rend hommage en parlant de lui. Un petit bonhomme un peu rond, un peu genre
Un petit Père Noël, quoi. Un Ouais, mec ouais. très sympa. Il venait beaucoup avec Barclay faire l'apéro aux locaux. Ah ouais. Et Barclay, alors quand il faisait l'apéro, quand il mettait des tournées, même s'il y avait 5-6 personnes à côté, des clients lambda, il mettait l'apéro à tout Pour le tout le monde. Il invitait tout le monde. C'est un mec qui était d'une simplicité. J'adore. Ah d'accord. J'adore Ouais, bah. Barclay. Laurent Baffy. Ah, Laurent Baffy. Petite anecdote, je crois là. Laurent Baffy, il est venu beaucoup pendant un été où Thierry Ardisson avait fait une émission Ouais. à la plage, au bar du Soleil. Hein, Mhm. l'émission c'était tout l'été, il invitait une personnalité qui était à Saint-Tropez, Ok. une fois Aznavour, une fois Johnny, une fois Eddie Mitchell, etc. Ça se passait sur une plage qui s'appelait le bar du Soleil. Et tous les soirs, Ardisson, comme beaucoup, pas Ardisson, pardon, Baffy. Laurent Baffy, Non, ma fille. venait au bar. Il venait au bar. Il passait les soirées. Et un soir, il était au bar et pas de bol. Il y avait le garde du corps de de Johnny Johnny, de ouais. l'époque, qui s'appelait Joe Rodriguez, qui Ok. était aussi à l'époque membre d'un club de moto. Ok, tu ouais, vois. ouais. Et Johnny, il était à fond dans les Harley. C'est là qu'il a créé le club Desperados. Ah ouais, C'est ok. Johnny qui avait créé le Je savais club, pas, d'accord, ok. avec Joe Rodriguez, etc. Laurent Baffy, un soir, Joe Rodriguez était là. Il a pris le téléphone fixe. Non, même pas. Non, il y a Johnny qui était Je là, crois Joe qu'il- Rodriguez et Johnny quand il avait. Ah, Johnny, il était là aussi. Ouais, Ah, je Johnny, savais pas. Johnny a dit à Baffy, Johnny a dit à Joe Rodriguez, mets-lui de tarte dans la gueule. Parce que Baffy avait moi- parlé d'Adeline Ah ouais, Adeline. dans une émission en disant Johnny, il les prend à la communion. Enfin, je sais pas. Ah ouais. il Et a- Adeline, il- c'était qui Adeline? C'était ça. Adeline, c'était La une compagne. femme à Johnny, Ah, ok, d'accord. avec qui il s'est marié 2 fois d'ailleurs. D'accord, ok. C'est une copine. Et Baffy avait chambré l'âge Ouais, d'Adeline. ok. Il avait chambré l'âge d'Adeline et Et Et- Johnny n'avait pas apprécié. il n'avait pas apprécié, il a mis de tarte dans la gueule. J'ai vu Baffy partir en courant à toute vitesse en direction du Gaillot. Moi, j'avais un mec à la sécurité à mon bar, on s'est mis au milieu, on a essayé de séparer. Ouais. Ça, c'était pour l'anecdote de Baffy, il doit très très bien s'en souvenir. Ouais, bah oui, oui. Il s'en souvient, je l'ai vu à Marrakech, je lui ai rappelé l'anecdote, il m'a dit, bah oui, tu m'étonnes. Ah ouais. Je voulais revenir sur une anecdote que tu m'avais dit qui était folle, j'ai trouvé. Ouais, Enfin, pas que tu m'as raconté, mais en tout cas que tu as mis dans ton livre. ouais. C'est là où du coup, il y a un jour, mais je vais te laisser la raconter. Ouais. Il y a un jour une personne qui vient dans ton bar et qui commande et qui veut être servie. Ah oui. Tu parles des hommes. Par déjà. des hommes. Ouais, c'était Voilà. Yann Julien. Ouais. Yann Julien, c'était un gars qui venait, qui voulait être servi que par des hommes. Il venait en Rolls. À l'époque, toutes mes serveuses le détestaient parce que chaque fois qu'il avait fini, qu'il repartait de chez moi, Ouais. il donnait un billet, tiens-toi bien, hein, de 500 € à chaque employé, sauf aux filles. Et à l'époque, j'avais ma fille qui était étudiante en droit, Lucille, qui venait l'été un peu bosser chez moi. Ah ben, Elle n'avait ça pas de lui passait billet, dessous. elle le détestait. Donc, et Yann Julien, il s'est avéré par la suite, il venait en Rolls, il avait tout, il avait des McLaren, il avait tout. Et tu racontes comme quoi pour te payer là, un jour il est dans la voiture. Il m'amène à la voiture et dans la Rolls, il y avait un coffre-fort, il n'y avait que des liasses de billets de 500 €. Bon, après, j'ai appris que c'est lui qui s'était retrouvé dans une grosse affaire que les gens peuvent voir hein, sur Internet, l'affaire de la veuve du grand peintre Chagall. Ok. C'est-à-dire qu'il avait séduit la femme de ménage de la veuve à Mougins, qui avait une villa, et que dans le garage, il y avait plein de tableaux de Chagall. Et quand tu penses que des tableaux de Chagall, ça peut coûter 3, 4, 5, 6, 8, 10 millions d'euros, le tableau, il a séduit la femme de ménage, alors qu'il était homosexuel. Hein. Mais, Ah ouais. mais on n'aurait pas dit qu'il était homosexuel. Il a séduit la femme de Chagall, la femme de veuve. ménage, La femme de ménage de la veuve. de la veuve. Elle lui sortait des tableaux, il les faisait expertiser à Paris. Ils étaient automatiquement expertisés comme des vrais, puisque c'était des C'était vrais. les vrais. Il les ramenait au Japon, n'importe où, au Luxembourg. Il organisait des ventes par Sotheby's et il prenait par coup de dizaines de millions d'euros le tableau. Il en a vendu des tonnes, il a acheté des Wow. villas sur Sainte-Maxime, partout. Il avait un village entièrement à lui sur le nord de la France. Waouh. Et puis je raconte d'autres anecdotes quand il m'avait fait virer, enfin il m'avait donné à l'époque, hein, maintenant il y a prescription, Oui. mais il voulait que je produise un jeune Ouais, ouais. qui voulait se faire, un jeune musicien Ouais. talentueux, et c'est moi qui me suis occupé de payer les musiciens et tout, il y en avait pour 80 000 €, et il m'avait donné 150 000 €, je lui ai dit mais il y a beaucoup trop. Il
m'a dit non, non, le reste, c'est tes honoraires, etc. C'était un mec très. Très, Ouais, bah de toute façon, là, lui, il a l'argent facile. il buvait beaucoup de champagne et il est mort. J'étais à Marrakech j'étais avec Michel Polnareff. Là, tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Polnareff. Oui, Tu m'as pas montré la photo. oui, bah, Parce que lui, comme- j'aurais bien voulu en parler un peu. Bah oui, mais parce que du coup, comme je me suis dit, J'étais peut-être que j'étais tu voulais avec pas en Michel parler. Polnareff. Donc Michel m'appelle et me dit t'es à Marrakech. Il savait que j'avais des affaires à Marrakech. T'es à Marrakech? Je lui dis ben oui. Il me dit ben écoute, ça tombe bien, je suis invité par le roi, je suis au Royal Mansour, etc. Je suis allé le retrouver au bord de la piscine et on est resté quasiment 15 jours ou 3 semaines à déjeuner et dîner ensemble au Royal Mansour. Quand Ouais. tu penses qu'au Royal Mansour, Voilà, le chef, mais le chef c'est Yannick Canello à l'époque. d'accord, 3 donc, étoiles Michelin. ouais. Alors on dînait le soir, le midi on était au bord de la piscine, alors c'était des sushis, des trucs comme ça. Le soir on dînait en sous-sol dans la cuisine, où il y avait un petit salon dans la cuisine avec des baies vitrées où tu voyais, tu étais carrément dans la cuisine, tu voyais tout ce qui se passait en cuisine. Et Yannick Canello venait vers nous de temps en temps et nous faisait déguster des plats, tous les plats qu'on voulait. On nous mettait sur la table, mais il y avait toujours, Polnareff demandait toujours une boîte de caviar, hein, Ah ouais, tous les soirs. Hein. Je veux te dire, les additions arrivaient, il signait, bon, enfin bref, je ne putain. veux pas m'éterniser là-dessus. Ouais. Et on avait un panier de truffes, avec plein de truffes et une râpe, Ah et ouais. on en mettait sur tous les aliments. Tout juste si on ne mettait pas sur les desserts. Ah ouais. Voilà, et donc Waouh. j'ai passé ces 15 jours-là avec Michel Polnareff. Alors Polnareff, c'est un super artiste. Quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'ai aimé Polnareff, et je l'aime toujours. Et je le mets toujours aussi souvent dans ma radio, dans mon casque quand je fais du sport, etc. Tu vois? Et Polnareff, bah, il aime pas grand monde. Hein. Ah ouais. Il aime pas grand monde, hein, Polnareff. Il aime Lui. Polnareff, quoi. Oui. Tu vois? Il s'aime lui-même. Voilà. Quoi. Alors c'est marrant parce que quand tu le vois dans une émission de radio, de télé, et qu'il parle de Johnny ou qu'il parle d'un tel, c'est toujours bienveillant. Hein. Tu vois? Moi, il m'a parlé en privé, quoi. Donc, Ouais. c'est pas la même limonade. D'accord. Et il y en a un dont tu m'as pas parlé aussi, c'est dommage que j'ai pas la photo. Donc Polnareff, voilà, j'irai pas plus loin que ça. Ouais. C'est un grand artiste, humainement, il est pas mal, mais il est paradoxal, il est controversé, il est plein de paradoxes, il est espèce, quoi. Par contre, un dont j'ai pas vu la photo et qui était vraiment, vraiment un grand ami à moi, c'est Christophe, le chanteur. Ah oui, c'est parce que. Christophe, je partais en mer avec lui, j'amenais la bouteille de Dom Pérignon, on avait un poulet maillot, on parlait beaucoup. Alors, on avait beaucoup de points communs. Hein. Il aimait l'équitation, quand il était jeune, il a monté à cheval, moi j'étais cavalier. Attends, juste remets parce que Christophe, moi effectivement, c'est pas trop ma génération là, mais Christophe, c'est celui qui a fait une musique qui était mondialement connue, c'est ça? Non, mais il en a fait des tonnes. Christophe, il a fait Je lui dirai les mots bleus, les mots voilà, qu'on ouais. dit avec les Ouais. yeux. Mais il a fait Aline, il a fait Aline. tous les tubes que reprend maintenant, que remixe maintenant Muller, Yann Muller, il s'appelle. Ah hein. oui, t'as raison. Tous ces trucs-là, mais Christophe, Ah oui. c'est un chanteur culte. Même les jeunes de maintenant adorent Christophe. Il avait un univers à lui. Il s'était mis tout doucement, depuis des années, dans l'électro. Il adorait Jean-Michel Jarre. Il a travaillé beaucoup avec Jean-Michel Jarre. Et tout ce monde électro, c'était le monde de Christophe. Et d'ailleurs, je vais te faire une anecdote. Il venait toujours dans mon bar, tout le temps. D'ailleurs, il venait que dans mon bar et des restaurants. Il adorait les restaurants thaï. Je lui ai fait découvrir le restaurant qui s'appelle le Banoï à Saint-Tropez. Je l'ai présenté au patron. Et après, il était toujours fourré au Banoï. Alors, quand tu étais copain avec Christophe, faire gaffe parce que tu manges qu'asiatique. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'est que asiate. Hein. Mais bon, ouais. j'aime bien ça. Donc, on était toujours fourré au Banoï. Et un soir, on est allé chez les patrons du Banoï. Chez eux, ils avaient un très grand piano. Christophe a commencé à jouer un peu au piano. Il adorait ce piano-là. J'ai oublié la marque, mais c'était la Rolls des pianos. Ok. Et je lui dis, Christophe, chante les mots bleus et tout. Et il me dit, non, je chante jamais la veille d'un concert. Il avait un concert le lendemain. Il m'a dit, mais je sais que tu aimes bien chanter. Chante les mots bleus et je t'accompagne. Alors, j'ai chanté les mots bleus chez mes potes et il m'a accompagné au piano. Magnifique. Et je me suis dit, putain, c'est quand même génial C'est lui. de chanter Ouais. devant Christophe et accompagné par Christophe. J'ai une petite vidéo à la maison. Ah ouais. Et j'ai chanté aussi Love Me
à Marrakech chez un copain, chez José Anigo, l'entraîneur là, qui était entraîneur de Marseille et tout, qui est mon grand ami. Ok. Chez José, il avait un restaurant à Marrakech et il y avait un espèce de karaoké. J'ai chanté Love Me et j'étais avec Paul Naref. On était 3 en train de dîner au restaurant de José Anigo et ça m'a fait plaisir de chanter devant Paul Naref. Ah ouais. Il m'a fait une petite remarque. Il m'a dit quand tu chantes, mets le micro plus près de ta bouche. et voilà. Et Christophe, c'est un gars. Un jour, il me dit je veux faire un concert chez toi, au Tsar. Je lui dis mais Christophe, arrête, tu fais l'Olympia, tu fais Playel, tu fais des grandes salles, qu'est-ce que tu vas te faire chier chez moi? Non, je veux chanter chez toi, je veux chanter. Donc il est venu l'après-midi. Je lui dis, mais il m'a dit, mais c'est gratuit, hein, t'inquiète pas, c'est gratuit. Et il est venu l'après-midi, il a fait sa balance comme s'il faisait l'Olympia. Mais d'ailleurs, je lui dis, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Mais un pro, tu vois, il a fait sa balance même pour. Et le soir, il est venu et il a chanté. J'étais plein, tu m'entends? J'étais plein. Mais c'est une époque où mon établissement, j'avais une clientèle très très jeune, 18 ans, tout ça. Mais j'étais blindé. Tous les jeunes étaient avec leur téléphone, comme ça, en train de filmer Christophe. Oh, fou. Et il a fait un carton. Il y avait des vidéos partout, plein de jeunes de 18 ans et tout. Il a fait un carton. Et quand il est mort, je pensais beaucoup à lui et j'ai compris enfin pourquoi il tenait tellement à chanter chez moi. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais merde, mais bien sûr que c'est pour ça. En fait, il voulait absolument faire un concert chez moi parce que ma clientèle avait 17-18 ans. 18 ans. Ah ouais. Et il voulait voir comment ces jeunes-là allaient réceptionner sa musique. Oh, d'accord, ok. Il voulait voir leur réaction. S'il plaisait aux jeunes, vraiment. Et ben là, je peux te dire qu'il n'a pas été déçu du voyage. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'on était blindés, ils ont adoré, ils ont hurlé. Et il a passé une bonne soirée, moi aussi. Et puis j'ai tellement d'anecdotes avec Christophe. Il aimait beaucoup les femmes. Hein. Christophe, c'était un mec, il aimait énormément les femmes. Voilà, Christophe, j'ai une vraie pensée. J'adorais ce mec. Putain, voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais je suis surtout content, très très content de ne pas avoir oublié Christophe, là, parce que je m'en serais beaucoup voulu. Ah bah... Ouais. C'est une de mes plus belles rencontres avec Johnny Hallyday. Ah oui. Et Charles Aznavour. Et Charles Aznavour, oui, quand même. C'est les 3 grands rencontres. Quand même. Après, j'ai rencontré Bigard, mes copains Tex, animateurs, des tas de gens comme ça, Jérôme Anthony, beaucoup de gens. Ah oui, mais j'ai pas eu le lien que j'ai eu avec Christophe. On partait en mer ensemble, hein, les deux. Ouais. Et il m'appelait tout le temps pour qu'on reparte en mer. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de boulot. Et souvent, je lui ai dit non, Christophe, je peux pas. Après sa mort, je m'en suis vraiment voulu aussi. Je me suis dit, merde, j'aurais pu répondre plus souvent à ses invitations, quoi. Mais j'avais tellement de taf. Le problème, c'est que voilà. Et là, ça fait un moment qu'on parle, mon pote. Ça y est, et donc, en fait, moi, mon message, c'est que même maintenant, j'ai 72 ans, je vis comme un mec de 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espoir tant qu'on a des projets, tant qu'on a des rêves. Et c'est pas interdit de rêver, c'est gratos. C'est clair. C'est vraiment pas interdit de rêver. Et franchement, si on essaye, on va pas tout réussir. Mais si on essaye, il y a certainement un truc qu'on va réussir. Mais il faut essayer. Moi, j'en veux... moi, les fonctionnaires, écoute-moi, qui sont dans des bureaux et qui savent que c'est une autoroute dès l'instant où ils commencent leur boulot jusqu'à la mort et qu'il n'y a pas de petite route à droite, à gauche, c'est une autoroute. Ça, bon, bah, c'est bien qu'il y en ait, mais moi, je ne sais pas comment ils font. Moi, il a fallu, là, encore à l'heure actuelle, j'ai plein de projets. C'est sur ça. Marrakech, c'est sur super. ceci, sur cela. Et tant qu'on a des projets, ben, peut-être qu'on ne vieillit pas tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est surtout tous ces jeunes qui sont dans les banlieues et tout, j'ai envie de leur dire, je sors des cités, je sors des banlieues. Et à un moment donné, j'avais des copains voyous avec qui on a fait des petits coups. Je me suis rapproché des jeunes du centre-ville, des fils de notables, des fils à papa. Et il a fallu que je fasse un choix. Et je me suis dit, je vais peut-être prendre autant d'oseille là, en montant des affaires, que là, légalement. En faisant des conneries. Mais là, au moins, je le fais plus ou moins légalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et voilà, donc... Et il y a plein de jeunes comme ça. Hein. J'ai eu des jeunes du 9-3 qui sont venus dans mon bar. Je l'ai écrit dans mon livre. J'ai vu qu'ils sortaient du 9-3. J'ai vu qu'ils me ressemblaient. J'ai dit à ma serveuse, tu leur fais moitié prix. Ils n'ont pas trop d'argent. Mais elle m'a dit, mais pourquoi?
En plus, ils sont en survette. Je dis, ben oui, ils sont en survette, mais ils ne connaissent pas les codes de Saint-Tropez. Je vais aller les voir, je vais leur expliquer. Je leur ai dit, les gars, moi, je vous reçois, je vais vous faire un prix, je vous offre un verre, je sais d'où vous venez. Mais quand vous venez chez moi, faites un effort, mettez une petite chemise, un truc. Ben, le lendemain, ils étaient chez moi avec un petit polo Lacoste. Super, je leur ai tendu la main. Et je pense qu'ils sont venus pendant 15 jours. J'aurais beaucoup parlé. Ah ouais. Et je sais qu'il y en a un qui a réussi une belle vie. J'en parle dans mon livre. Oui, effectivement. J'en parle dans mon livre. Et qui est venu me remercier 20 ans après. Et il bossait sur un grand yacht de milliardaire. Et il était devenu champion du monde de barman, de flair. Et c'est moi le premier qui l'ai embauché et qui lui ai donné sa chance. Donc j'aime bien les histoires comme ça. J'aime bien compter dans la vie des gens. Tu sais, quand on me dit, oh ben, j'ai par exemple le maire de Nevers, qui vient me voir tous les ans avec sa femme et qui me dit, on vient chez toi comme en pèlerinage parce qu'on s'est rencontrés chez toi. Donc je me dis, merde, c'est génial. Ils font leur vie ensemble et ils se sont connus chez moi. Si je n'avais pas fait cet établissement, ils ne se seraient jamais connus. Cette histoire n'existait pas. J'ai plein de gens comme ça qui m'écrivent, qui se sont connus chez moi, plein, qui ont des enfants, j'ai des enfants qui viennent. Et ben rien que ça. Ça fait plaisir, j'ai chaud au cœur. Bah ouais. Et là, il va falloir que je te laisse parce que sinon je vais me foutre dans la merde. Ouais, c'est bon, je viens de poser. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir expliqué tout ça. Tiens, est-ce que tu peux récupérer, pas du tout, est-ce que tu peux récupérer ton livre derrière? Là? Ah bah non, mais il est là-bas, on va le. Est-ce que non, tu n'y arriveras pas. On va juste le remettre. Bah, le livre s'appelle Une promesse. Voilà, ouais. Je voulais l'écrire. Et c'était pour moi une urgence, hein, c'était comme aller voir un psy, je voulais l'écrire et je l'ai écrit. Et comme j'avais pas le temps de démarcher les maisons d'édition pour qu'ils me publient et tout, j'ai fait ma propre maison d'édition, j'ai créé ma boîte, j'ai sorti mon livre. Comme quoi on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et le livre, il bosse bien, il cartonne. Il s'appelle Une promesse, Vincent Martin. Et la maison d'édition s'appelle Cris du Sud. Et je vais réécrire un autre livre cet hiver parce que j'ai pris goût et je vais en faire d'autres. Voilà, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bye. Je te remercie, Vincent. Bye bye.